Bonjour, nous allons évoquer aujourd'hui la question de l'intervention de l'AGS et de la protection des salariés. L'AGS est l'Association pour la gestion du système de garantie des salaires. C'est un organisme patronal qui est fondé sur la solidarité interprofessionnelle et qui a pour rôle d'avancer les créances salariales en général lorsqu'elles ne peuvent pas être acquittées sur les fonds disponibles de l'entreprise. Il s'agit donc de protéger les salariés titulaires d'un contrat de travail de l'insolvabilité de leur employeur de droit privé. L'AGS intervient en redressement et en liquidation judiciaire et parfois en sauvegarde sous certaines conditions. L'AGS, en 2017, a avancé 1 549 millions d'euros. On mesure donc l'importance de son intervention dans les procédures collectives de traitement des difficultés. Alors pour évoquer ce thème, nous recevons aujourd'hui Maître Gilles Astier, qui est avocat au barreau de Toulouse, spécialiste du droit social, qui intervient auprès d'entreprises et de salariés en droit du travail. Maître Gillet, lorsque vous intervenez en tant qu'avocat pour les entreprises ou pour les salariés de sociétés qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, comment décririez-vous le rôle de l'AGS? Si je formule 3 propositions, désintéresser les salariés, alléger le passif salarial ou encore financer la période d'observation, est-ce que cela vous paraît pertinent? Alors, bonjour et merci de m'accueillir. Sur la 3e de vos propositions, je dirais que là, non. L'AGS n'a pas, à mon sens, pour vocation de financer la période d'observation. On peut, sur les 2 premières, revenir, bien sûr, c'est-à-dire le désintéressement dans le sens du dédommagement des salariés. Encore faut-il apprécier effectivement cette notion, puisque le désintéressement, ou plutôt leur dédommagement, lorsque l'AGS va intervenir, c'est pour garantir des salaires, surtout, qui, la plupart du temps, sont dus au motif que l'employeur ne les aurait pas réglés dans le cadre des difficultés qu'il rencontrait et qui l'ont conduit au jugement d'ouverture de la procédure collective. Sur le 2e point sur lequel vous m'interrogiez, c'est-à-dire sur le financement des créances salariales, là, oui, on peut aussi effectivement considérer qu'il puisse s'agir d'une stratégie qui pourrait être mise en place, me semble-t-il, par l'administrateur, le mandataire judiciaire, en lien avec le tribunal de commerce, de façon à permettre d'alléger l'employeur sur des créances de salaire et lui permettre effectivement de repartir plus correctement, sans avoir à régler dans un premier temps les salaires qui pourraient être pris en charge par l'AGS. Mais là, pour le coup, l'avocat du salarié que je pourrais être à ce niveau-là n'intervient pas. C'est vraiment un mécanisme qui interviendrait à d'autres niveaux que le mien. Alors, quelles sont les créances qui, justement, sont prises en charge par l'AGS? Parce que son rôle est assez étendu. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont précisément les créances salariales qui sont avancées? Oui. Alors tout d'abord, je crois qu'il faut quand même indiquer, et vous l'avez souligné dans votre propos introductif, que l'AGS, c'est d'abord à l'employeur d'assurer finalement le risque qu'il peut avoir dans la mesure où il peut faire l'objet un jour d'une procédure collective, c'est-à-dire dans un langage un petit peu plus courant d'une faillite finalement d'entreprise, et il faut qu'il assure ses salariés contre ce risque-là. La voie de conséquence, c'est qu'il paie une cotisation patronale, qui est une cotisation AGS. Pour l'année 2018, celle-ci était de 0,15%. Elle est assise sur une assiette de cotisation qui est au même titre que celle de l'assurance chômage, par exemple, sur une assiette de 4 fois le plafond de sécurité sociale. Et naturellement, donc, les cotisations qui sont versées par l'employeur sont ensuite dispatchées aux organismes compétents. Il faut également dire que les cotisations ou les sommes plutôt, qui rentrent dans la garantie et qui sont versées aux salariés sont nettes de cotisations et de contributions salariales. Donc le salarié va percevoir une somme nette, en tout cas les sommes qui lui seront allouées en net par le mandataire qui aura préalablement fait des demandes d'avance auprès de l'AGS.
Alors, plus globalement, et pour en revenir à votre question initiale, sur les créances qui peuvent être garanties, il faut distinguer plusieurs choses. Et vous l'avez souligné, c'est effectivement quelque chose d'assez complexe. D'abord, l'AGS ne peut garantir que des sommes qui sont en lien avec l'exécution du contrat de travail. Au premier rang desquels, on peut naturellement considérer que le salaire est une somme, ou sont des sommes qui seront garanties par l'AGS. On peut également indiquer que l'AGS garantira les congés payés, peut garantir le paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, peut également garantir, mais là on serait dans le cadre contentieux, des dommages et intérêts par exemple, pour lesquels l'entreprise aurait été condamnée, parce que l'employeur n'aurait pas forcément respecté certaines de ses obligations. Liées à l'application du contrat de travail. Bien qu'aujourd'hui la jurisprudence de la Cour de cassation, en tout cas la Chambre sociale, soit un petit peu revenue sur la notion de préjudice nécessaire. Mais ce sont des créances qui peuvent être garanties. On a également des créances qui peuvent être garanties liées à la rupture du contrat de travail. Alors, en premier abord, là on se situe dans une sphère différente naturellement parce que on est dans le cadre parfois d'un contentieux qui a pu voir son début, qui a pu débuter plutôt avant l'ouverture de la procédure collective. On peut très bien imaginer qu'un salarié soit licencié pour faute grave, par exemple, et va contester ce licenciement devant le Conseil de prud'homme. Donc le contentieux va exister et il appartiendra au juge prud'homal de décider si oui ou non le licenciement doit être remis en question ou pas. Si le licenciement est jugé dénué de cause réelle et sérieuse, alors à ce moment-là, le salarié pourra obtenir un certain nombre de sommes. On peut penser à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, à des dommages et intérêts, bien sûr, pour réparer son préjudice. Et là, ces sommes-là pourront être garanties par l'AGS dans certaines limites naturellement. Et ensuite, à partir de ce jugement d'ouverture, qui est votre interlocuteur, à vous qui êtes avocat des salariés de l'entreprise en difficulté? Alors je crois qu'il y a deux situations qui sont à observer. D'abord, au jour du jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire, on va considérer que l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire n'est pas forcément informé dès le début d'éventuels contentieux que l'entreprise pourrait avoir. Donc, il appartient au mandataire judiciaire de faire un état des lieux avec le chef d'entreprise et de voir quelles vont être les demandes d'avance qu'il va devoir opérer vis-à-vis de l'AGS. En principe, ça sera à titre principal des créances de salaire. Donc pour ce faire, il s'adressera au chef d'entreprise, il va procéder à des relevés de créances salariales qui seront présentées pour validation au juge commissaire, et puis ensuite il fera des demandes d'avance auprès de l'AGS qui réglera les salaires qui n'ont pas été payés. Et puis il y a une deuxième situation qui est à observer, c'est-à-dire là où on se trouve dans le cadre du contentieux, où là l'avocat du salarié que je peux être, ainsi que l'ensemble de mes confrères, peuvent avoir affaire au mandataire judiciaire qui va être notre interlocuteur principal, puisque lorsque nous avons un titre, un jugement ou un arrêt de la Chambre sociale, par exemple, de la Cour d'appel, nous allons réclamer les sommes qui sont dues pour notre client, et nous allons nous adresser directement au mandataire judiciaire afin qu'il puisse faire une demande d'avance auprès de l'AGS qui réglera ensuite les sommes qui sont à régler et qui ont été définies par le jugement. Donc le système a l'air assez avantageux pour les salariés, mais finalement, est-ce qu'ils sont totalement désintéressés par l'AGS? Alors oui et non. C'est la réponse que je peux vous faire. Tout va dépendre effectivement de la situation du salarié, de son ancienneté et de son niveau de rémunération. Il y a des limites qui sont définies par le système de plafonnement de l'AGS. On a 3 plafonds, un plafond 4, un plafond 5, un plafond 6.
Alors ça a l'air un petit peu barbare comme ça, en réalité ça ne l'est pas. Le plafond 4 est des sommes qui pourront être au maximum versées aux salariés pour des salariés dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois au jour du jugement d'ouverture. Le plafond 5 concerne des salariés dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans, et pour l'immense majorité des cas, les salariés sont au plafond 6, c'est-à-dire pour l'année 2019, une somme de 81 048 €. Alors, naturellement, c'est une somme qui est déjà très importante, mais on peut comprendre aisément que si on a affaire à un salarié qui a une ancienneté extrêmement importante et un salaire haut, naturellement, on va avoir très vite l'atteinte de ce plafond. Si le salarié était licencié pour faute grave, par exemple, dispose d'une rémunération de 20 000 € avec une ancienneté de 30 ans, bien sûr, ne serait-ce que sur l'indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents, on sera sur une somme de 66 000 €. Donc pour un plafond à 81 048 €, celui-ci sera très vite atteint. Voilà, donc il y a des chances effectivement pour que pour des salariés avec un salaire élevé et une ancienneté très importante, le plafond ne soit pas suffisant pour les dédommager complètement. Donc le rôle de l'AGS est vraiment majeur dans le traitement des difficultés de l'entreprise et on comprend que l'équilibre financier de cet organisme est une priorité. Notamment parce que cet organisme finalement avance ses salaires, mais n'est pas forcément le débiteur définitif. L'AGS est censé récupérer une partie de ses avances, en tout cas par un mécanisme de subrogation, tel qu'il est prévu par le Code du travail. Donc récupérer ses avances partiellement, peut-être totalement. Et donc l'équilibre financier de cet organisme reste primordial. Tout à fait. Alors sur votre réflexion, un représentant de l'AGS peut-être serait plus à même que de répondre, mais effectivement l'équilibre financier est extrêmement important et je crois qu'il est aussi important pour le salarié et pour l'avocat du salarié qui va défendre les intérêts d'un client d'avoir un système tel que nous avons la chance de l'avoir en France et qui va permettre effectivement aux salariés d'obtenir les sommes qui lui sont dues le cas échéant, malgré les difficultés de l'entreprise, et qui permet sûrement une véritable paix sociale. Eh bien, Maître Gillet Astier, je vous remercie pour votre éclairage. Merci à vous. Merci, à très bientôt.